Dans cet épisode, we're gonna get a little personal. Je vais un peu vous faire rentrer dans mon intimité, dans mon quotidien de vie, et partager avec vous quelques habitudes que j'ai mis en place depuis plus de 6 ans, hein, peut-être 5, 6 ans, ouais, et qui m'aident vraiment à avoir une structure saine et une sorte de discipline qui n'est pas basée sur l'acharnement ou sur la force. Je suis quelqu'un qui croit en la discipline, qui pense que la discipline est quelque chose de très important. Mais je suis contre la rigidité, je suis contre les structures rigides parce que ça peut conduire à de l'autoflagellation gratuite et à la culpabilité pour rien du tout. Parce que t'as pas fait les choses comme tu les aurais fait tous les jours. Parce que on t'a invité, parce que il fait pas beau aujourd'hui, parce que ça se passe pas comme prévu, donc je m'en veux. Je suis une merde, j'y arrive pas, ou les autres me dérangent, ça dérange mes plans. On pense toujours que tout ce qui vient de l'extérieur est un imprévu. Tout ce qui n'aide pas notre plan à progresser comme on le voudrait, les circonstances de la vie, la météo, les amis, tout ça, ils sont contre nous, ils veulent pas que les choses se passent telles que nous on les a prévues. On pense jamais à l'inverse, on pense pas que c'est notre plan qui dérange peut-être le cours de la vie. Comme je vous l'ai dit, c'est l'inverse. C'est pas toi qui traces une ligne et la vie, elle doit se tordre et suivre ta ligne. Parce que ça doit faire ça pour tous les humains sur cette terre. C'est pas possible. C'est l'inverse en général. Vivre déjà en ayant ça en tête, ça va vous aider à avoir une grande tolérance et une grande flexibilité par rapport aux imprévus, aux circonstances désagréables de la vie. Si par exemple tu as prévu de courir, tu sors, oh il pleut, j'ai pas de chance, hop. Évidemment le perfectionniste il marche au tout ou rien, donc si je fais pas tout comme j'ai prévu, tout le reste est fichu, donc tout mon plan tombe à l'eau. En partant du principe que c'est la vie qui dicte le cours des choses, tu vas accepter ça plus facilement, tu vas être ouvert à faire avec les choses telles qu'elles viennent. Il pleut, c'est pas grave, je peux apprécier le son de la pluie en m'entraînant à l'intérieur, justement au lieu de mettre de la musique, je vais essayer de m'entraîner sur le son de la pluie, je vais faire une balade sous la pluie. Essayer vraiment d'utiliser cette circonstance désagréable à son avantage, voir ce qu'on peut faire avec. C'est en ce sens-là que je trouve que avoir une certaine flexibilité est plus important qu'avoir une discipline rigide parce que ça ne marche pas comme ça la plupart du temps et c'est très dur de tenir ça sur le long terme. Moi, j'ai une structure, j'ai des règles de vie, des mindsets, des philosophies que j'ai mis en place et ça tient le temps, ça tient depuis 6 ans et ça m'aide à mieux vivre sans culpabilité, sans acharnement parce que j'ai été dans l'extrême aussi, j'ai été dans les plannings super stricts, super détaillés, super rigides, une meuf ultra méga disciplinée. N'oubliez pas que j'ai fait de la compète avant donc tout était vraiment tracé à la règle, mais c'était pas viable parce que je perdais beaucoup le ressenti des choses. Je vivais sans vraiment vivre. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais je ne ressentais pas les choses, je n'appréciais plus vraiment les choses. Je voyais les gens pour voir les gens parce qu'après je devais faire autre chose. Je vivais toujours dans l'anticipation de ce qui allait venir après, dans l'action qui allait venir après, dans l'accomplissement suivant. Je n'étais plus dans le moment présent. Parce que j'avais tout qui était planifié, donc je voyais déjà les étapes qui allaient suivre. Je pouvais jamais apprécier les choses telles qu'elles étaient. Je sais que c'est important pour moi néanmoins d'avoir une certaine rigueur, d'avoir une certaine structure, de pas me laisser aller complètement. Je connais mes faiblesses, je sais où je peux dévier, je sais où je peux perdre le contrôle. Et c'est là où je mets justement des limites ou ce genre de règles pour vraiment pallier sans que ce soit punitif ou restrictif. La première règle que j'ai gardée quand j'ai fait ma retraite dans un monastère au Japon, c'est de dormir le cœur, la tête et le ventre vide. Donc j'avais pris l'habitude de ne plus manger après 20 h. Quand il y a des events ou quand il y a des dîners avec des gens pour sociabiliser, je m'adapte évidemment. Donc c'est pas grave si je mange plus tard que 20 h à ce moment-là. Mais en règle générale, dans ma vie, comment moi je m'organise, je ne mange plus rien après 20 h. Et j'essaie autant que possible de dormir la tête et le cœur vide. La tête vide, c'est-à-dire que j'essaie de penser à rien du tout. Je fais mon planning à 20 h, je le ferme mais je le regarde plus. Je vais pas penser à ce que je vais faire le lendemain, à ce qu'il me reste à faire, à ce que j'ai raté aujourd'hui, ce que je vais rater demain. Je fais taire toutes ces pensées-là. Le cœur vide, c'est que toutes les émotions aussi, je les mets au dodo. Positives comme négatives. Même si j'ai passé une super journée, j'ai eu un date de malade avec mon compagnon, on a passé un super moment, voilà, ou si j'ai passé une journée de merde ou quoi, je vais me laisser ressentir le sentiment, donc je vais le laisser infuser, mais je l'amène pas au lit. D'accord? Parce que je comprends que le sentiment, il est volatile, il reste pas aussi longtemps qu'on le croit. S'il reste, c'est parce qu'on s'empêche de le ressentir. Je ressens ce que j'ai à ressentir et stop. Quand je dors la tête, le cœur et le ventre vide. La deuxième règle, mais celle-là, ça va faire 10 ans hein, maintenant, c'est que je ne mange pas de sucre. Alors, il m'arrive de manger des desserts, c'est très intentionnel si j'ai envie d'un chocolat ou d'un dessert
C'est très rare, mais c'est intentionnel. C'est-à-dire que je vais commander un dessert parce que j'en ai envie ou parce que je suis dans une occasion. Mais j'ai pas de sucre chez moi, j'utilise pas du tout de sucre, j'utilise de l'édulcorant. Les boissons, je bois pas de boissons sucrées, ça c'est du Coca Zéro par exemple. Ça c'est un vice que j'ai encore. Mais je consomme pas de sucre. Je prends quasiment tout le temps ou le plus possible des petits déj salés. Quand je commence la journée par un petit déjeuner salé, c'est les journées où j'ai l'humeur la plus stable et le niveau de focus le plus élevé. J'ai pas de fringales tout le long de la journée, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai beaucoup d'acuité mentale. C'est un conseil que je vous ai donné d'ailleurs dans la vidéo La Miracle Morning que je suivais, hein, que je suis encore des fois maintenant quand j'ai vraiment besoin de coups de boost. La première chose que vous ingérez le matin va définir votre taux d'insuline dans la journée. Donc même si vous voulez un truc sucré, essayez de manger un truc salé avant. Ça régule votre insuline, ça vous évite vraiment d'avoir des trop gros pics d'insuline, donc des trop grosses fluctuations d'énergie en fait, et d'humeur. Une autre habitude, c'est un journal d'auto-auscultation. Comment je me sens? Qu'est-ce qui a contribué à ça? Qu'est-ce que j'ai mangé? Comment j'ai dormi? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui a changé? Vraiment, c'est des checks de santé intérieure, mais santé générale, santé physique, santé mentale. Ça m'aide à canaliser, à mieux saisir les émotions ou les événements. C'est pas un journaling à proprement parler, c'est pas une habitude où je me lève tous les jours, où j'écris ou quoi, c'est plus en fin de journée, surtout quand je me sens submergée. C'est vraiment selon le besoin, où je fais un check, ou quand j'ai besoin de me retrouver. Vous savez, des fois, quand vous enchaînez plein d'événements, vous voyez plein de gens, tu sens que tu t'éloignes de toi. T'as pas été trop longtemps avec toi-même. Ça, c'est un peu ma méthode de journaling, si vous voulez. Philosophie de vie suivante, c'est l'idée que tous les jours est un jour travaillé et tous les jours est un week-end. Donc vraiment, j'ai enlevé cette conception préétablie de t'as des jours travaillés et un week-end. Déjà que je travaille pas en entreprise, je travaille pas pour quelqu'un, je suis à mon compte. Je vois pas pourquoi je devrais me conformer à cette structure-là. Je dois rusher toute la semaine pour avoir un week-end pour pouvoir convenir à tout le monde, pour pouvoir suivre le rythme de tout le monde, alors que des fois c'est un gros malus pour moi, parce que même les entraînements, des fois on les fait le week-end. Donc je me suis dit, j'ai besoin de travailler plus parce que je fais beaucoup plus de travail, donc je traite chaque journée comme une journée travaillée et comme un week-end en même temps. Dans le sens où c'est une journée où je dois profiter, c'est-à-dire que je dois avoir une activité où je kiffe. Soit je passe du temps avec mon compagnon, soit je fais une activité que j'aime bien, genre regarder un film, peindre, sortir, faire ce que j'ai envie de faire. Je fais un downtime, je vais vous expliquer après comment je fonctionne par rapport à ça. Et j'ai un bloc horaire où je travaille quoi qu'il arrive. Peu importe le travail. Des fois, j'ai même pas de planning, je sais même pas quel travail je vais faire. Je sais juste que c'est 4 heures qui sont réservées pour travailler, donc je me démerde. Si je me suis pas forcée à instaurer ça, je pense que j'aurais continué dans cette roue d'hamster où vraiment travail, burn-out, coma. Donc de manière concrète, moi je l'organise en 2 blocs. J'ai développé cette méthode de bloc horaire en me basant sur cette philosophie de vie qui dit que tous les jours est un jour travaillé, tous les jours est un week-end. Sauf vraiment quand je décide de prendre un week-end long pour partir quelque part avec mon compagnon ou quand je décide de partir en voyage, ça c'est autre chose. Mais entre 6h et 10h, c'est le travail. Je ne fais rien d'autre. C'est des heures qui sont consacrées pour le travail. Avant, je commençais par aller à l'entraînement, mais j'ai trouvé que c'était plus efficace déjà d'attaquer ce qui était le plus important, qui est le travail. Je peux m'entraîner après, justement, ça me fait un break, changer d'air, faire autre chose et reprendre le travail après. Donc la deuxième partie du travail qui est l'après-midi. Des fois, l'après-midi, il y a autre chose qui se passe, il y a un autre imprévu, il y a des trucs administratifs, il y a un event, je sais pas. J'essaie de faire en sorte que l'après-midi soit plus flex, mais je sais que les 4 premières heures, c'est un bloc intouchable. Donc je suis off, aucune distraction ni rien du tout. Je sais que c'est du travail. Et les 4 dernières heures de la journée, donc entre 6h et 10h du soir, c'est des heures off. Donc je me force autant que possible de finir de travailler à 6h. C'est pas toujours faisable, et ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est une structure que je garde en place autant que possible. C'est pas obligatoire que ce soit tout le temps comme ça, mais dès qu'il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas quelque chose d'extérieur, je la garde. 6h, 10h, c'est un temps off. Des fois, quand j'ai vraiment beaucoup de travail, qu'il me reste du travail à faire, au lieu de succomber à l'urgence de dire non, je finis de travailler, c'est pas grave, je reste jusqu'à minuit, et ça se répercute sur mon sommeil et sur la journée du lendemain, tout ça, je me force quand même à m'arrêter à 18h et je me laisse jusqu'à 20h pour reprendre le travail. Donc je reprends le travail entre 20h et 22h, pas plus. Parce que sinon je me connais, je ne m'arrête pas. C'est pour ça que je vous ai dit que ces structures-là, ils sont basées sur la connaissance de moi. Je sais comment je fonctionne et je suis consciente de mes failles. Je sais que je suis quelqu'un qui est obstiné. Quand j'ai une tâche devant moi,
je ne peux pas m'arrêter, je dois la finir. J'essaie de mettre des restrictions sans que ce soit trop extrême. Je commence à travailler le matin, si j'ai envie de continuer, je continue. Mais le soir, je peux pas continuer, par exemple. J'ai une limite, là-bas. Donc j'ai au moins une limite pour pouvoir me contrôler. Le sucre, c'est pareil, c'est basé sur mon passif avec les TCA et par rapport à mes impulsions par rapport au sucre. Je vais pas au-delà de mes limites, je m'en fous des gens. Avant, vraiment, je me rendais la vie difficile par comparaison parce que je me disais comment ça se fait qu'il y ait des meufs, elles peuvent manger un carré de chocolat le soir et être ok et pas finir toute la tablette. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas consommer autant et rester mince, je dois faire plus attention. Mais quand je me focus sur moi, comment je fonctionne, je me suis dit le plus important, c'est de me respecter en fait. J'en ai rien à foutre des autres. Je respecte mes limites, je respecte mon propre fonctionnement et je respecte mes failles. J'ai un passif que ces gens-là n'ont pas, j'ai une historique que ces gens-là n'ont pas, j'ai une faiblesse que ces gens-là n'ont pas. Donc je ne garde pas de sucre chez moi, ça m'aide justement, parce que je comprends mes faiblesses et que maintenant, au lieu de m'acharner contre ça, je les respecte. Vous pouvez évidemment vous inspirer de ces méthodes et ces philosophies que je vous présente évidemment, mais je vous invite à vraiment constituer une structure ou une discipline basée sur des traits ou des faiblesses que vous avez. Le but, c'est que ça vous corresponde vous. C'est pas de copier-coller un plan soi-disant parfait qui marche pour quelqu'un d'autre, mais qui sera pas adapté pour vous. Le plus important, c'est que vous respectiez votre propre rythme et votre fonctionnement à vous. Je vous ai donné l'exemple pour moi-même, comment c'est basé sur mes propres faiblesses, sur mes restrictions et sur ma personnalité. Je sais que j'ai une personnalité addictive. C'est que je deviens addict très vite aux choses, je veux finir les choses directement. Donc, au lieu de me battre contre ça, de détester ça, non, j'essaie de faire avec, en mettant des limites et en l'utilisant au max. Je l'utilise, cette personnalité-là, quand je peux. Donc essayez vraiment d'adapter ça en vous basant sur la connaissance de vous-même, sans vous comparer. Le plus important, c'est pas d'être comme quelqu'un ou d'être meilleur que quelqu'un, c'est de respecter qui tu es avec tes points forts et tes points faibles. C'est ça qui va te faire avancer. La dernière méthode que je voulais partager avec vous, je vous donnerai une bonus à la fin, c'est de marquer des pauses, faire des pauses. C'est un concept qui m'a été inspiré par la pratique du moxo dans les arts martiaux. Et c'est vraiment juste pour créer un moment de rupture. Tu as fait une activité pour passer à une autre activité, tu viens pas avec les bagages énergétiques, mentaux, émotionnels de l'activité précédente. Tu dois être neuf, tu dois renaître. Avant chaque activité, je vais marquer un temps de pause. Je ne vais pas mettre de limite horaire, je vais mettre entre 5 et 10 minutes, allez. Je ne fais rien. Un temps de pause veut dire ne rien faire. Hein. Ça veut pas dire ah je prends une pause, je vais sur mon téléphone, je vais scroller. Si j'ai envie de scroller, c'est le temps dont je vous ai parlé au début, c'est le temps de divertissement, le temps off. J'ai envie de regarder une série, j'ai envie de scroller, je scrolle, il n'y a pas de souci. Si je fais une pause dans mon travail, dans la recherche, là je scrolle, il n'y a pas de souci. Mais ça c'est un temps de passage, justement. C'est là j'ai fait mon travail de recherche. Au lieu d'enchaîner avec une autre activité, je marque un temps de pause. Des fois, je marque un temps de pause en faisant la vaisselle ou en faisant juste un tour chez moi, en passant le balai, sans aucune distraction. Parce que le bruit de l'eau, en fait, de la vaisselle, il me calme. Le bruit du balai que je passe, il me calme. Je ne mets pas de musique, je ne mets rien. C'est assez stratégique, en fait, dans ce sens-là. Donc, des fois, j'utilise ce genre d'activité pour marquer des pauses. Je prends une douche, par exemple, où je vais me préparer justement pour faire une pause entre une activité et une autre. Mais j'enchaîne pas. J'essaie d'éviter d'enchaîner pour vraiment pas être drainé en fin de journée et avoir l'esprit embrumé. Tu sais, quand t'as fini ta journée, tu sens que t'es au bout de ta vie, là. J'ai envie de voir personne, j'ai pas envie de parler, laisse-moi tranquille. La plupart des gens, quand ils arrivent à un stade où leur humeur elle est embrumée, c'est parce qu'ils ont enchaîné, en fait. Vous pensez que vous allez au travail et vous déployez uniquement de l'énergie physique ou intellectuelle? Non. Il y a beaucoup d'émotions qui est rattachée à ça aussi. Beaucoup d'énergie qui est utilisée. On n'en ressent pas l'impact, on le ressent juste en fin de journée, on ne sait pas d'où ça vient. J'essaie de me donner des temps de pause avant le passage de chaque activité, comme ça, mon focus il est renouvelé, mon énergie elle est renouvelée, et je ne fonctionne pas sur un état émotionnel, positif ou négatif. Ah là, je suis motivée, j'aimerais trop le faire, calme-toi. Je laisse les choses se poser avant de passer. Donc ça, c'est concernant les activités. Je fais aussi des pauses concernant tout ce qui est émotion et réaction. Si j'ai envie d'une glace, par exemple, avant de me lever, d'aller directement chercher une glace, je me pose. J'attends 5 minutes. Si j'ai encore envie d'une glace, je vais la chercher, y a pas de souci. Ça m'apprend vraiment à retarder pour maîtriser mes réactions par rapport à l'émotion, par rapport aux événements extérieurs. Je vous en ai un peu parlé dans la vidéo sur la parfaite maîtrise de soi.
Ne jamais se restreindre, ne jamais se dire non, mais toujours dire pas maintenant ou après. C'est vraiment retarder. On retarde en marquant des pauses. Si quelqu'un m'énerve, au lieu de lui répondre tout de suite, de lui crier dessus, je marque un temps de pause. C'est pour ça que beaucoup de gens vous disent de respirer. Si j'ai faim, je vais pas manger tout de suite. Je vais attendre 5 minutes, après je mange, même si le repas il est prêt. C'est juste pour m'entraîner à attendre en fait. M'entraîner à ne pas réagir sous impulsion. C'est pour ça que je vous ai dit, tout est un exercice. Et si tu trouves pas les occasions dans ta vie pour exercer un skill que tu veux acquérir, tu vas jamais l'acquérir en fait. Ouais, je veux être patient, je veux avoir de la maîtrise. Quelles sont les opportunités, quels sont les exercices au quotidien qui te permettent d'accéder à là? C'est pas sur l'instant T, tu te dis ah maintenant je vais maîtriser, hein, pourquoi ça marche pas? Ça marche pas comme ça en fait, c'est perpétuel, c'est sur le long terme. C'est tous les jours de ta vie que tu t'exerces. Donc ça c'est un exercice que j'ai mis en place pour savoir reconnaître les opportunités qui me permettent d'exercer cette maîtrise sur moi-même. Donc le fait de retarder les choses, positives comme négatives, me permet d'accéder à un niveau de maîtrise sur moi-même au quotidien. Donc c'est pas en un jour je vais dire ah je suis arrivée à une maîtrise parfaite sur moi, non, c'est perpétuel. Je vous laisse avec une dernière méthode bonus, je vous en ai parlé dans plusieurs autres vidéos, mais je vais le mentionner ici aussi parce que ça fait aussi partie de des philosophies de vie que j'applique au quotidien, qui est la performance. J'ai une base d'entraînement, on va dire, donc j'ai un minimum, je dois aller à la salle minimum 4-5 fois par semaine, ça je suis d'accord, mais je ne vais jamais m'entraîner sans un but de performance. J'ai toujours un but de performance. Si je fais du running, c'est que j'ai un kilométrage que je veux dépasser. Et ça m'aide vraiment à garder une constance plus ou moins naturelle. Au lieu de me forcer à aller 5 fois par semaine, je sais que je veux arriver à ce but de performance, donc je vais avoir envie d'y aller pour arriver à ce but-là, tu vois. Donc ça m'aide vraiment à fluidifier mon rapport à l'exercice et à booster mon estime de moi-même en me donnant des preuves de dépassement physique. Je le fais plus par rapport aux activités physiques, vous pouvez l'appliquer sur d'autres activités de vie, de travail ou de loisirs, peu importe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de primordial et qui a vraiment changé ma vie pour le mieux. Et voilà, moi je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous a inspiré, que ça va vous aider à peut-être repenser votre structure, à reconstruire une structure de vie. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que la structure doit vous convenir à vous, doit respecter vos propres limites et vos propres points de force. Donc ne vous oubliez pas dans le processus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Likez, partagez, vous abonnez pour la suite des épisodes. Moi je vous retrouve prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.